Bonjour, nous allons aujourd'hui parler de la thérapeutique en médecine chinoise. Alors, la thérapeutique de la médecine chinoise comprend un certain nombre de pratiques. Il faut mentionner en priorité donc la pharmacopée, mais également d'autres pratiques telles que l'acupuncture, des pratiques qu'on pourrait rapprocher du massage, qu'on appelle Tuina, des pratiques fondées sur des exercices sur le qi, qu'on regroupe souvent sous le terme de qigong médical, et une approche par le biais de l'alimentation qu'on pourrait appeler qu'on pourrait nommer comme une forme de diétothérapie. De ces différentes disciplines, la pharmacopée est incontestablement la plus importante. Alors bien entendu, en Occident, on fait le constat, l'acupuncture est ce qui a été le plus développé on va dire depuis une centaine d'années. Et on peut se demander pourquoi, alors que la pharmacopée occupe 80% de la pratique thérapeutique en Chine, l'acupuncture a été presque exclusivement utilisée en Occident. Alors il y a des raisons à cela qui sont principalement historiques. Tout simplement, lorsque les médecins occidentaux sont allés, à partir du XVIIe siècle, observer leurs homologues chinois, voir quelqu'un qui faisait un diagnostic et qui faisait une prescription, ça n'avait rien d'extraordinaire, c'était assez proche de ce qui se pratiquait en Occident, tandis que les voir insérer des aiguilles sous la peau, cautériser en mettant de l'armoise ou en utilisant d'autres méthodes certains points d'acupuncture, évidemment, avaient un caractère pour eux beaucoup plus inhabituel, original et donc intéressant à importer. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, sans doute, que lorsque Soulier de Moran est revenu donc de Chine au début du XXe siècle et qu'il a commencé à transmettre l'acupuncture, eh bien c'est principalement parce que lui n'avait étudié que l'acupuncture et donc il n'avait pas de compétences en pharmacopée chinoise. Et d'autre part, qu'il était sans doute très difficile au début du XXe siècle d'importer la totalité de l'ensemble des drogues de la matière médicale chinoise en Europe, de manière à monter des centres de diffusion de cette pharmacopée, alors que c'était beaucoup plus facile de revenir avec une trousse d'aiguilles d'acupuncture et la faire reproduire, comme ça s'est fait à l'époque, par des orfèvres ou des personnes qui travaillaient les métaux. Donc tout ça fait que l'acupuncture, de façon assez paradoxale et un peu invraisemblable, est devenue la méthode thérapeutique principalement utilisée en Europe, alors que dans la médecine chinoise ancienne, qu'il s'agisse de sa littérature ou qu'il s'agisse de la pratique qui s'est exercée de façon libérale ou hospitalière même tout au long des siècles, l'acupuncture n'a joué qu'un rôle qui était extrêmement restreint. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas une discipline importante, mais beaucoup moins importante que la pharmacopée. Donc cette pharmacopée, en quoi est-ce qu'elle consiste? Eh bien, d'abord, ça n'est pas une phytothérapie, comme on l'entend quelquefois. Phytothérapie, ça signifie thérapie par les plantes, littéralement. Or, la pharmacopée chinoise comprend des drogues d'origine végétale, bien sûr, c'est la plus grosse proportion, mais également des drogues d'origine minérale, animale et même, dans une petite part, d'origine humaine. Donc, employer le terme de phytothérapie chinoise est une absurdité. Lorsqu'on voit, qu'on lit ou qu'on entend le terme phytothérapie chinoise pour parler de la pharmacopée, ça dénote une absence de compréhension primaire. Cette pharmacopée chinoise, elle se divise en deux grandes branches, deux disciplines. Si l'on prend l'exemple de l'ensemble des traités qui ont été rédigés tout au long de l'histoire, ils relèvent essentiellement de deux grandes catégories. D'une part, des traités qui recueillent un ensemble de drogues et qui expliquent leurs actions, particularités, etc. Et d'autre part, des formules, donc des formulaires, qui recueillent donc un certain nombre de prescriptions classiques avec des variantes et éventuellement des modifications diverses. En effet, la pharmacopée chinoise se fonde essentiellement sur l'action de combinaisons de substances
et non pas seulement sur l'action individuelle de chaque substance. Alors ça, c'est un point qui est extrêmement important. Il est à tel point important qu'aujourd'hui, dans les universités chinoises, dans les facultés de médecine chinoises, eh bien, on a deux chaires différentes. On a je pourrais dire, deux disciplines universitaires différentes qui sont d'une part ce qu'on appelle Zhongyao Xue, qui veut dire l'étude des drogues de la matière médicale, donc l'étude des substances isolées, et d'autre part Fangji Xue, qui signifie l'étude des formules ou prescriptions, c'est-à-dire des combinaisons. Ces deux disciplines, évidemment, ne sont pas totalement isolées. Lorsque le professeur de Zhongyao développe l'ensemble des drogues qui vont être enseignées, aujourd'hui on enseigne dans les facultés de médecine chinoise environ 500 drogues fondamentales, hein, on en a identifié presque 6000 dans l'ensemble de la pharmacopée chinoise, mais évidemment ces 6000 drogues ne sont pas toutes d'une aussi grande importance. On peut considérer qu'il y en a à peu près 5 ou 600 qui sont plus importantes, et à l'intérieur de ça, on en a encore une soixantaine qui sont absolument fondamentales, c'est-à-dire dont on ne peut pas du tout se passer. Très souvent, lorsqu'il va présenter donc ces drogues, eh bien, il va faire des allusions au travail que va devoir faire le professeur de Fangji. Comment est-ce qu'il va le faire? Eh bien, il va décrire chaque drogue avec sa nature, ses saveurs, éventuellement ses actions thérapeutiques, et ainsi de suite, son tropisme et autres. Et pour chacune de ces drogues, il va expliquer l'usage qui peut en être fait en fonction de combinaisons fondamentales qui sont les plus importantes et qu'on retrouve dans les formules. Par exemple, il va dire cette drogue qui a telle action, eh bien, lorsqu'elle est associée avec telle autre drogue, elle va être utilisée dans tel cadre clinique, avec comme exemple telle ou telle formule. Ainsi, il part d'une approche qui est analytique pour aller vers une approche synthétique. Ce qu'il faut cependant comprendre, c'est que les drogues n'ont pas isolément d'indication thérapeutique. On ne peut pas dire, par exemple, quelles sont les indications de Ma Huang ou les indications de Zhouquei, Fuzi, etc. Chacune de ces drogues n'a aucune indication. Elles ont en revanche des actions. Les indications relèvent du domaine des formules. Le professeur de formules, lui, comment est-ce qu'il va procéder? Eh bien, il va analyser chaque prescription classique, d'abord par la liste de ses ingrédients, et il va donc faire un rappel de ce qui avait été développé par le professeur de matière médicale, et ensuite il va expliquer quelle est l'action globale de cette combinaison. Et il faut se rappeler à ce niveau que l'action de la somme des ingrédients n'a quelquefois aucun rapport avec la somme des actions de chacun des ingrédients. Ce qui veut donc dire qu'on va avoir une action thérapeutique globale de cette formule qui va s'exprimer dans des indications spécifiques, ça veut dire des maladies et des syndromes, ce qui n'existe pas sur le plan de la matière médicale. En clair, ça signifie que l'étude de la matière médicale ne permet pas de soigner directement des patients. Elle est simplement une sorte de prémisse à l'étude des formules. L'étude des formules permet de comprendre comment certaines prescriptions classiques ont été déterminées, élaborées, par rapport à des tableaux cliniques bien précis. Mais ensuite, comment est-ce que cela s'opère lorsqu'on est face à un patient? Eh bien, on se fonde à partir du diagnostic différentiel sur la formule de référence qui est la plus importante, qui est généralement donc une formule historique, et il va falloir ensuite l'ajuster. En effet, le point essentiel, dernier point essentiel, on va dire, de la pratique de la pharmacopée chinoise, c'est que les prescriptions sont totalement individualisées. Cette individualisation de la prescription est absolument indispensable dans la pratique de la médecine chinoise. Et elle la qualifie, elle fait partie des critères de la médecine chinoise.
On peut donc dire que chaque formule classique correspondait à un tableau clinique identifié, souvent dans un contexte historique, avec un type de pathologie correspondant à l'époque où cette formule a été élaborée. Puis on s'est rendu compte qu'elle pouvait convenir aussi pour traiter éventuellement d'autres syndromes et d'autres cas cliniques. On part d'une formule qui correspond généralement au diagnostic, mais bien entendu que plusieurs patients relevant globalement d'un même syndrome ne pourront pas avoir exactement la même prescription. Il va donc falloir l'ajuster. Pour vous donner un exemple, j'ai dû prescrire peut-être entre 50, 60 000 et 100 000 formules dans ma vie professionnelle. Je dirais que globalement, à part dans des situations d'urgence où il faut passer par une pilule qui est disponible dans la pharmacie du coin en Chine, ou lorsqu'on doit donner un traitement à long terme à un patient à des fins préventives par exemple, sur ces 60, 70 ou 80 000 prescriptions que j'ai réalisées, je n'ai jamais réalisé 2 fois la même prescription. Elles ont toutes été différentes. C'est pour ça que c'est très important pour ceux qui étudient la pharmacopée chinoise de bien comprendre ces différentes étapes. Il faut étudier la matière médicale. Le seul but d'étudier la matière médicale, c'est de pouvoir étudier les formules. Ça ne permet pas de prescrire. Au même titre qu'apprendre l'alphabet ne permet pas d'écrire un roman. Ça permet simplement d'écrire. Et puis ensuite, il faut étudier les formules. Les formules sont un petit peu comme des mots ou comme des phrases. On apprend des mots et des phrases d'auteurs célèbres, mais on ne peut pas se construire uniquement avec des citations. Si on veut écrire un roman, il va falloir développer son propre style et pouvoir décrire les choses, pas simplement en faisant des emprunts dans la littérature. Et donc la troisième étape, c'est d'apprendre à faire des formules individualisées. Donc en clair, ça signifie d'abord étudier la matière médicale, puis étudier le formulaire. Quand on connaît bien les formules, c'est devenir capable d'opérer en tant que prescripteur qui va réaliser un traitement individuel à chaque patient. Si on ne peut pas se développer à travers ces 3 étapes, on devient généralement un prescripteur assez médiocre. Lorsqu'on étudie ensuite les spécialités, médecine interne, gynécologie, pédiatrie, etc., eh bien on se sert de ces formules classiques, bien entendu, mais elles sont systématiquement modifiées, ajustées, en fonction des différentes maladies. Et cet ajustement doit encore être adapté au cas individuel des patients. On peut donc dire qu'on a l'étape de l'étude de la matière médicale, l'étape de l'étude des formules, l'étape de l'étude des formules modifiées en fonction des pathologies des différentes spécialités, et enfin l'ajustement de la prescription à la situation précise du patient à un moment déterminé, qui demande donc cette fois-ci une sorte de mise au point personnelle du praticien en fonction de l'état clinique que traverse ce patient à cet instant donné. Voici donc, je vous ai essayé de vous résumer en quelques mots comment se raisonnait l'étude de la pharmacopée chinoise et comment normalement elle est étudiée.